Explosion au cours d'un meeting au Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa s'en est dit la cible. Au Mexique, la police enquête sur la mort violente d'au moins 14 personnes. Les résidents risquent de ne pas sortir voter pour les élections générales du 1er juillet prochain. Plus de liberté pour les femmes en Arabie Saoudite. L'interdiction de conduire a été levée ce dimanche. Nous sommes à un mois des prochaines élections générales au Zimbabwe. Le scrutin s'annonce mal. D'origine encore indéterminée, l'explosion s'est produite après un discours prononcé par le chef de l'État, candidat à la présidentielle. La scène a eu lieu devant des milliers de partisans réunis dans un stade de la deuxième ville du pays, un fief de l'opposition. Évacué sain et sauf juste après la déflagration, Emmerson Mnangagwa a suggéré qu'il avait été la cible de l'attaque. Il y a des ennemis habituels et il y a eu tellement d'attentats. Ce n'est pas la première fois. Je suis habitué à cette tentative contre ma vie. L'explosion s'est produite à quelques centimètres de moi, mais ce n'était pas mon heure. À la fin du rassemblement, il y a eu cette explosion qui a touché mes deux vice-présidents. Ils ont essayé de m'empoisonner et j'ai survécu. Ils ont essayé d'empoisonner mon bureau et j'ai survécu. Ils ont placé des mines et j'ai survécu. À tout ça, j'ai survécu. Parmi la quinzaine de personnes blessées figurent les deux vice-présidents du pays. Aucun détail n'a été donné sur la gravité de leur état. Le principal rival à la présidentielle du président sortant, Nelson Chamisa, a regretté les terribles événements de Bulawayo. Une enquête a été ouverte par les autorités pour tenter de préciser les circonstances de l'explosion. Plus de 2 années de crise politique se seront écoulées. Les décideurs bissau-guinéens semblent enfin prendre la décision. Les 90 députés présents sur les 102 ont adopté samedi un budget de quelque 212 milliards de francs CFA présenté par le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomes qui sera en vigueur jusqu'au scrutin de novembre. La Guinée-Bissau a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre issu du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingos Simões Pereira, auquel Mario Vaz appartient également. Fort heureusement, un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 14 avril à Lomé, ce qui a ouvert la voie à la nomination de Gomes 2 jours plus tard, puis à la reprise des travaux du Parlement, interrompus pendant 2 ans, et à la fixation des législatives au 18 novembre 2018. Le gouvernement a 2 instruments, un programme et un budget voté lui permettant de remplir sa mission, en l'occurrence organiser les législatives. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019. Chaque année, de mai à juillet, Abidjan connaît des précipitations diluviennes. Mais celles qui se sont abattues sur la ville en début de semaine ont entraîné des inondations particulièrement meurtrières. 18 personnes y ont perdu la vie et 2 autres en province, avec en outre 138 familles sinistrées. Il s'agit là d'un des bilans les plus graves depuis 2 décennies. Et comme chaque année, le gouvernement a annoncé des mesures fortes à l'issue d'un Conseil national de sécurité présidé jeudi par le chef de l'État ivoirien. La destruction immédiate des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage de l'assainissement et le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque. Des mesures mises en application. Des bulldozers sont entrés en action dès samedi avec une importante mobilisation des forces de l'ordre. Les riverains ont été prévenus la veille seulement de l'opération, selon plusieurs témoins qui déplorent qu'aucun dédommagement n'est prévu pour les expulser. La mairie de Cocody assure que les personnes expulsées de leur logement
par l'opération Coup de poing de samedi seront hébergés dans des écoles jusqu'à la fin de la saison des pluies. La scène des pluies torrentielles suivie d'inondations dévastatrices est récurrente à Abidjan. Les constructions dans des zones inondables, souvent habitées par des pauvres, sont légion dans cette métropole d'Afrique de l'Ouest. « 264 personnes étaient entassées à bord de 16 embarcations. Elles ont été prises en charge par le détroit de Gibraltar et débarquées dans les ports de Tarifa et Barbaté en Andalousie. 176 autres personnes ont été secourues en Méditerranée, entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, et 129 autres au large de l'île de Grande Canarie, dans l'océan Atlantique. Les personnes secourues, dont des mineurs, des femmes et plusieurs bébés, proviennent majoritairement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Asie. Il y a une semaine, l'Aquarius ayant secouru 629 migrants au large des côtes libyennes est arrivé à Valence. Si le nombre de migrants tentant de franchir la Méditerranée a été divisé par 2 depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an passé, il a triplé pour ce qui concerne l'Espagne, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La question de l'accueil des migrants, qui divise profondément les Européens, était au centre d'un mini-sommet de crise dimanche à Bruxelles. Au moins 14 personnes ont été tuées samedi dans la ville mexicaine de Juárez Nord, à la frontière des États-Unis. L'un des incidents s'est produit dans la partie sud de la ville où 8 hommes qui regardaient le match de football ont été attaqués par des hommes armés qui ont tué 6 d'entre eux et blessé 2 autres. Presque simultanément dans un quartier central, alors que 5 hommes réunis chez leur coiffeur regardaient le match, ils ont été tués par des individus. Plus tôt, le matin, 3 autres ont été surpris à une fête dans un quartier à la périphérie de la ville et exécutés par des assassins présumés. Bien sûr que ça va affecter notre décision d'aller voter, c'est sûr. Plus que ça, c'est probable qu'on ne veuille même pas aller voter à cause de ça, au cas où éclate une fusillade. En tout cas, moi, je ne pense pas aller voter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si durant le temps que je vais faire dans la file, 2 ou 3 de ces personnes, des criminels, y aillent et se mettent à tirer. On a peur de venir travailler dans le centre-ville, on a peur de venir faire nos emplettes, on a peur d'envoyer nos enfants à l'école, on a peur de venir travailler et de ne plus revenir. Plus de 200 000 personnes ont été tuées au Mexique depuis que le gouvernement a lancé à la fin de 2006 la controversée offensive anti-drogue, selon les chiffres officiels. C'était jusque-là une interdiction unique au monde. L'Arabie saoudite autorise enfin les femmes à conduire, une réforme historique pour le royaume ultra-conservateur. Pour beaucoup de femmes saoudiennes ou expatriées, cette mesure permettra de réduire leurs dépenses à l'égard des chauffeurs privés ou des hommes de leur famille, entraînant du même coup des économies financières. Aussitôt après l'expiration de l'interdiction, des femmes ont commencé dans la nuit à sillonner au volant les avenues brillamment éclairées de la capitale Riyad et d'autres villes du royaume. J'étais sûre que ce jour arriverait et il est venu vite. La volonté politique et le changement sont venus si vite. Je ne pouvais pas aller voir ma famille. En venant du Bahreïn pour aller au Kobar, je ne pouvais assister à aucun événement auquel j'étais invité. Le prix pour passer le pont était trop élevé et je ne pouvais pas emmener mes enfants en bus en faisant la route avec des inconnus. Le coût était si élevé, la souffrance, la circulation, tout. Maintenant, je peux aller voir ma famille et je peux continuer mes études et mon travail pour Bahreïn TV sans dépenser trop d'argent et perdre du temps. C'est une décision historique pour le royaume d'Arabie Saoudite que les femmes conduisent. Elles conquièrent leurs droits. Bonne chance à elles.
Annoncé en septembre 2017, ce changement historique, inspiré par le prince héritier Mohamed Ben Salman, fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. L'interdiction de conduire était devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes, décrié à travers le monde. Contempler des œuvres d'Andy Warhol pieds nus, se promener au musée sous l'eau ou en pleine nature. À la Fondation Carmignac, le visiteur perd ses repères, et c'est bien là l'idée. Une collection de 70 œuvres où se côtoient Roy Lichtenstein et Botticelli est exposée dans un espace de 2000 m² sur l'île de Porquerolles dans le Var, au large de la ville de Hyères. On prend la mer, on va sur l'autre rive, on marche, et ici ensuite quand on arrive à la Fondation, on n'est pas nombreux, les visites sont limitées à 50 personnes par demi-heure, on se déchausse, on prend un breuvage, et on a essayé de créer à la fois des conditions, et puis on a choisi ainsi un lieu pour que les œuvres parlent au mieux et qu'on puisse les entendre au mieux. Porquerolles, une île saturée par plus d'1 million de visiteurs par an. La fondation du milliardaire Édouard Carmignac a donc dû se plier aux strictes règles du parc national. Pour ne pas dénaturer le paysage, il a fallu creuser dans une colline pour dissimuler le musée sous un mât provençal. La démarche, promouvoir un tourisme plus responsable et pourquoi pas, initier quelques plagistes à l'art moderne. On sort à peine de l'eau, on passe 2 heures dans un musée d'art contemporain, donc c'est pas du tout l'expérience habituelle, c'est souvent dans une grande ville, donc on redécouvre les œuvres complètement différemment. Ça magnifie encore plus ce lieu qui a déjà sa magie propre. La Fondation Carmignac est ouverte tous les jours jusqu'au coucher du soleil et fermera le 4 novembre pour l'hiver. L'entrée coûte entre 5 et 15 euros, auquel il faut rajouter une vingtaine d'euros pour se rendre en bateau sur l'île. Petite balade matinale pour Dobby, ce jeune guépard du zoo de la Palmyre. Dans quelques instants, il va retrouver une femelle, une mise en contact en vue d'une future reproduction. Selon les soigneurs, la dulcinée est en période de chaleur, mais à l'arrivée de son prétendant, elle préfère pourtant se cacher. Donc en calquant ce qui se fait dans la nature, on s'est dit qu'on devait peut-être tenir les mâles séparés des femelles et à certains moments les amener auprès des femelles. Alors l'idéal, c'est de reconnaître nous-mêmes les signes de chaleur chez les femelles, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Malgré le côté aléatoire de la rencontre, le zoo de la Palmyre est champion en matière de reproduction des guépards. Depuis 1992, plus d'une centaine de petits y ont vu le jour. L'animal, classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, fait partie d'un programme mondial de sauvegarde auquel participent les plus grands zoos du monde. Pas le temps de souffler pour Thierry, ce petit singe tamarin doit subir une batterie d'examens médicaux. Dans quelques jours, il part rejoindre un zoo turc. Objectif d'un tel voyage, mixer les patrimoines génétiques pour développer l'espèce et éviter la consanguinité. Il y a des espèces qui ont réellement été sauvées par les zoos, c'est très clair. Mon loris d'Arabie, s'il n'y avait pas eu des animaux en captivité qui ont été multipliés, il n'y en aurait plus dans la nature. Il a disparu de la nature, il a été remis dans la nature. On parlait d'un ouistiti, donc un petit singe sud-américain. Des tamarins lions dorés qui sont nés à la Palmyre sont retournés au Brésil. Les animaux ont quasiment disparu de la reproduction. Au plus bas, il y en a eu à peine une centaine de ces animaux dans la nature. Maintenant, on est à plusieurs milliers. Chaque année, une centaine d'animaux partent ou arrivent dans ce zoo grâce à des programmes européens pour la sauvegarde de 55 espèces. Le parc finance aussi désormais une vingtaine de missions de conservation dans le monde entier pour sauver certains biotopes menacés. Beaucoup de programmes qui sont financés par le zoo de la Palmyre concernent des primates, parce que c'est vrai qu'on a une collection ici assez importante. Donc on est particulièrement investi notamment dans la protection des lémuriens à Madagascar, puisqu'on finance aujourd'hui 3 programmes de lémuriens sur cette île. On finance aussi la conservation des orang-outans à Bornéo. Chaque année, les zoos français attirent plus de 20 millions de visiteurs, un chiffre en constante augmentation.